So, Alors, hello Emma, tu everyone. as... Bonjour à tous. J'attends juste encore une minute pour voir si on est des 24-25 personnes, je vois connectées. J'attends juste encore une minute pour voir si d'autres personnes nous rejoignent et on commence. Très bien. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Le nombre de participants augmente toujours, mais je vais faire une petite introduction avant que vous commenciez, docteur Amador. Donc en fait, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui avaient déjà pu participer au webinaire d'introduction d'End the Legacy en français le mois dernier et aussi, j'adresse également la bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois. Donc, ce nouveau webinaire est consacré cette fois-ci à la prise en charge et à la recherche autour des formes génétiques de la SLA et de la DFT. Et en fait, on a la grande chance aujourd'hui d'accueillir le docteur Maria Almador, qui est neurologue au centre SLA de Paris, pour ceux qui ne la connaissaient pas, et au service de neurologique des hôpitaux universitaires de la Pitié-Salpêtrière à Paris également. Et donc le docteur Amador nous a contactés il y a quelque temps pour proposer un échange avec la communauté, ND Legacy en France et nous sommes vraiment heureux d'avoir pu organiser ensemble ce moment de dialogue aujourd'hui, en fait, entre la recherche clinique et donc les familles concernées. Au cours de ce webinaire, donc le docteur, Amador va nous présenter, les modalités de prise en charge en France des personnes, à risque de la SLA héréditaire, son expérience d'accompagnement, ainsi qu'une aperçu des études en cours et des perspectives. Sa présentation durera, je ne sais pas, 30-40 minutes et puis on gardera, à la fin, pour sûr, une vingtaine de minutes au moins pour répondre aux questions et faire un échange, ensemble. Voilà, donc docteur Amador, un grand merci, d'être avec nous aujourd'hui et je vous laisse la parole. Très bien. Merci beaucoup pour cette introduction et c'est vraiment un grand plaisir d'être là et de pouvoir échanger autour de ce sujet, de cette thématique. Donc, je vais dérouler ma présentation, mais pour moi, c'est très important aussi la partie échange à la fin. Et s'il y a des questions brûlantes ou des problèmes d'incompréhension ou des précisions, ça ne me dérange pas non plus d'être interrompue et de répondre à des questions au fur et à mesure. Et donc, je vais parler sur la génétique de la SLA et puis comment se passe le test présymptomatique ici en France. Donc, la génétique de la SLA est vraiment un domaine qui a subi une transformation majeure au cours des dernières années. Il y a seulement peu de temps, on connaissait vraiment très peu de gènes, ce qui faisait que lorsqu'on rencontrait des cas familiaux de SLA ou de DFT, on était très limité dans la proposition d'enquête diagnostique et de mise en évidence de l'anomalie causale dans une famille. Mais au cours des dernières années, on a vu vraiment augmenter énormément le nombre de gènes qu'on a pu mettre en évidence, avec vraiment 4 gènes majeurs qui vont expliquer la très grande majorité des cas de SLA familiale ou d'origine génétique dans notre population française. Et le gène le plus fréquent de plus loin est C9orf72. C'est celui qui concerne le plus grand nombre de familles, suivi par SOD1. Et puis TARBDP et FUS sont également présents d'une façon plus anecdotique. Et les autres gènes concernent des plus petits nombres de familles. Donc on va pouvoir les rencontrer occasionnellement, mais ça reste un peu plus la rareté. En tout cas, le fait qu'on arrive beaucoup mieux à trouver la cause génétique des cas héréditaires de SLA a fait en sorte que depuis maintenant à peu près 5 ans, on propose à tous les patients qui ont un diagnostic de SLA la possibilité d'avoir un screening génétique pour rechercher une cause génétique de SLA. Donc, quand on parle de SLA d'origine génétique, c'est vraiment indissociable de la démence frontotemporale ou DFT, comme je vais l'appeler à partir de maintenant, parce que la très grande majorité des gènes incriminés
peuvent en même temps être à l'origine de la maladie SLA, donc sclérose latérale amyotrophique, ou de la maladie DFT, démence frontotemporale. C'est le cas notamment du gène majeur que j'ai déjà cité, C9orf72. Et finalement, il y a très peu de gènes qui donneront uniquement de la SLA, en particulier SOD1, qui est pour nous un gène très important, le premier découvert et aussi le premier pour lequel on a un traitement spécifique. Et du côté de la DFT aussi, il y a très peu de gènes qui ne donneront pas du tout de phénotype moteur. Donc c'est pour nous un spectre qui est indissociable, d'autant plus que les symptômes des deux maladies peuvent aussi s'associer chez les mêmes personnes. Donc, comme je disais, euh, ces causes principales de SLA génétique euh, sont en lien avec ces quatre gènes majeurs. Et là, je suis désolée, ma diapositive, je me rends compte qu'elle est un peu compliquée, mais du côté gauche des diagrammes, vous voyez la répartition des causes génétiques chez les personnes jeunes qui déclarent la maladie en dessous de 40 ans et du côté droit pour les personnes plus âgées qui déclarent la maladie au-delà de 40 ans. La différence essentielle est que quand on fait un test génétique chez quelqu'un de moins de 40 ans, quand il commence la maladie, on a plus de probabilité de trouver tout de même une cause génétique, même quand il n'y a pas d'antécédents connus dans la famille, et c'est particulièrement vrai pour le gène FUS. Alors que quand on fait une recherche génétique chez quelqu'un de plus de 40 ans qui n'a aucun antécédent connu dans la famille, on peut également trouver tout de même une cause génétique qui fait découvrir une maladie héréditaire dans la famille, mais cela concerne essentiellement le gène C9orf72 que vous voyez ici en rouge. L'autre information importante de cette diapositive et de ces camemberts est que vous voyez en gris un pourcentage qui est vraiment non négligeable, entre 33 et 43 en fonction de l'âge de début de la maladie, de forme familiale avérée, c'est-à-dire il y a plusieurs cas de SLA dans la famille, et pourtant, quand on fait des recherches génétiques avec l'ensemble des gènes qu'on connaît aujourd'hui déjà liés à la SLA, on ne va pas trouver la cause dans cette famille donnée. Donc malheureusement, il y a des familles pour lesquelles on ne peut pas encore mettre en évidence le gène et ça fait bien évidemment l'objet de nombreuses recherches ici et dans d'autres laboratoires, bien sûr, qui s'intéressent à ce sujet. Donc pour revenir un petit peu à la clinique et à ce qu'on va faire ici dans le service de neurogénétique, euh, de la Pitié-Salpêtrière. On a la chance d'avoir pu développer cette activité de recevoir les personnes à risque SLA-DFT au sein de ce service de neurogénétique qui est dirigé par le professeur Alexandre Adur, qui avait déjà une très grande expérience dans la réalisation de ces tests présymptomatiques pour d'autres maladies neurodégénératives, en particulier une maladie pour laquelle je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est la maladie de Huntington pour laquelle elle proposait déjà des tests depuis une trentaine d'années. Et donc, ça nous a permis de profiter de l'expérience des équipes, que ce soit les psychologues, que ce soit les conseillers en génétique, et puis toute l'infrastructure qui était déjà en place. Ce qu'on a pu voir quand on a ouvert cette consultation aux personnes à risque de SLA-DFT, c'est que le nombre de demandes a vraiment augmenté progressivement au cours des dernières années avec des tests qui étaient demandés de façon quasiment anecdotique depuis les années 2000 jusqu'en 2012-2013. Et puis, on voit le nombre de demandes augmenter, sans aucun doute, ce qui est porté par les personnes qui sont à risque de porter une expansion, donc une mutation dans le gène C9orf72, qui a été découvert dans cette période-là et qui a permis de mettre en évidence un nombre de plus en plus important de familles
concernées, donc de personnes potentiellement concernées par cette mutation. Donc, on a vu le nombre de personnes augmenter avec un petit creux au moment du Covid et puis une reprise. Et donc, actuellement, on reçoit entre 50, enfin, je reçois entre 50 et 60 nouvelles personnes par an. Et actuellement, on a une expérience d'à peu près 350 personnes qui sont venues nous confier leurs craintes et nous permettre de les accompagner au cours de cette démarche de test présymptomatique. Donc, ce qui est un peu particulier pour toutes ces maladies à révélation tardive, et comme je disais, on s'est beaucoup inspiré sur l'expérience de la maladie de Huntington, c'est que c'est des maladies pour lesquelles c'est un groupe de maladies pour lesquelles il n'y aura pas d'éléments de surveillance médico-spécifiques, il n'y aura pas de traitement ni de mesures de prévention spécifiques avec un effet, un impact majeur proposé à l'issue du test. Donc, on peut faire le test et on sera là pour le faire et accompagner les personnes qui en font la demande, mais cette demande doit émaner vraiment des personnes à risque. Ça veut dire aussi que quand une personne fait cette demande de test, elle le fait dans le cadre de son libre arbitre. Et donc, cela ne concerne pas des personnes mineures pour lesquelles il faudrait faire jouer l'autorité parentale. Et donc, ce test est ouvert à des personnes au-delà de 18 ans. Pour ces maladies-là, pour nous, ce n'est pas particulièrement problématique, car ce n'est pas des maladies qui vont se déclarer dans l'enfance, ni dans l'adolescence, ni même dans l'âge jeune adulte. C'est des maladies qui concernent des populations plutôt à partir de l'âge mûr. Et c'est une démarche qui est prise en charge ici en France par la sécurité sociale, qui est confidentielle, et ça c'est vraiment très important. Quand les personnes viennent nous consulter, tous les documents en lien avec ces consultations restent dans le dossier de génétique, qui est encore un dossier papier, donc qui ne reste pas à disposition du dossier médical complet des personnes. Il n'y a pas d'édition de compte rendu ou d'émission de ce compte rendu à d'autres personnes que la personne à risque qui vient solliciter le résultat, qui pourra l'avoir à l'issue de cette démarche. Mais cela n'a pas de vocation à rester dans le dossier médical et c'est particulièrement important pour les assurances, les banques, les employeurs, de façon à ce qu'il ne puisse pas y avoir de discrimination en raison d'une caractéristique génétique. Juste une question, docteur, qui apparaît là, c'est, par rapport à comment est-ce qu'on peut être au courant que ce test existe? Quels sont les moyens de le savoir, en fait, hein? Mhm. Donc, en fait, ce, pour avoir la connaissance de la possibilité de faire le test, il y a plusieurs étapes au préalable. Il faut qu'il y ait une personne qui ait malheureusement souffert de la maladie dans la famille et que cette maladie diagnostiquée ait donné lieu à un test génétique qui ait permis de mettre en évidence une anomalie génétique. Et donc, la personne qui reçoit ce diagnostic génétique est obligée par la loi en France, du moins c'est écrit dans la loi, que cette personne a l'obligation d'informer ses apparentés à risque du fait que cette anomalie génétique est connue dans la famille. Et donc, à partir de là, les personnes qui se savent à risque peuvent prendre contact, ou bien, donc c'est justement ma diapositive d'après, ou bien dans les centres prendre contact avec les centres SLA qui sont des centres de référence ou de compétences qui sont répartis un peu dans toutes les régions de France, ou bien dans des services de génétique euh, qui peuvent ou pas disposer d'un service de neurogénétique, donc un peu plus spécialisé dans ces maladies-là, mais si ce n'est pas le cas, qui pourront le référer. Le plus souvent, c'est vers des CHU, donc des centres hospitalo-universitaires, qui vont pouvoir proposer ce test avec des généticiens, des consultations pluridisciplinaires dédiées des généticiens. Donc après, comment va se passer ce test? Et ça, en France, c'est assez standardisé. C'est quelque chose qu'on a déjà regardé. J'avais organisé à l'occasion de nos réunions annuelles nationales un- une sorte de surveille, un questionnaire où j'avais un peu interrogé tous les centres comment ils faisaient.
Et c'est assez harmonisé grâce au fait qu'il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé de comment faire le test génétique chez une personne qui n'a pas de symptômes. Ce n'est pas comme quelqu'un qui serait malade, chez qui n'importe quel médecin d'organes peut demander un test génétique à un laboratoire et le test serait réalisé. Quand c'est pour quelqu'un qui n'a aucun symptôme, c'est beaucoup plus encadré. Et ça passe pour le moins par 2 visites dans le service de génétique neurogénétique ou centre SLA qui va pouvoir faire ce test. Il y a une première phase d'information qui est forcément initiée par la personne à risque, puisque comme je disais, il n'y a pas d'indication médicale et ça doit être une demande de la personne qui souhaite connaître son statut génétique. Et au cours de cette consultation, nous allons pouvoir faire le tour sur la situation familiale, la maladie qui est connue, les apparentés qui sont malades dans la famille, un peu le vécu de la maladie, l'état de connaissance de la personne sur la maladie de façon concrète et puis sur la transmission génétique, et puis transmettre des informations sur le risque génétique, la maladie en elle-même. Donc, pas mal d'informations sont données au cours de cette consultation. Et puis, il y a une phase de réflexion qu'on conseille de l'ordre de quelques semaines pour que la personne puisse un petit peu digérer, faire le tour des informations qui lui ont été données. Et après cette phase, il va pouvoir rencontrer une des psychologues de l'équipe. Donc, on tient à ce que ce soit des psychologues de nos services de neurogénétique qui ont vraiment l'habitude de être confrontés à ces problématiques qui intriguent un grand nombre de sujets, puisque en même temps, il y a la personne malade dans la famille, de laquelle peut-être même les personnes à risque sont en train de s'en occuper. Donc, c'est déjà une problématique première. Puis, il y a l'intrication des autres personnes de la famille. Parfois, c'est des fratries qui peuvent venir ensemble faire le test. Donc, ça suppose de nouvelles problématiques. Euh, le fait qu'il puisse y avoir, par exemple, une discordance dans les statuts génétiques entre différentes personnes de la même fratrie, la communication de l'information au sein de la famille, etc. Et puis, le fait de se confronter à son propre risque. Donc, il y a pas mal de sujets spécifiques qui nécessite que le psychologue en face ait quelques connaissances et une expérience de cela, puisque ça reste quand même des situations relativement rares vis-à-vis de la population générale et un psychologue général aurait besoin d'énormément d'informations déjà avant de pouvoir traiter les sujets qui importent à la personne. Et donc, Docteur ça, Amador, je voulais juste vous interrompre et vous poser des questions que, à mon avis, pas mal de personnes se posent aussi dans le call. C'est, par rapport, en fait, aux personnes qui sont à risque, hein, quel est l'intérêt pour elles de faire le test par rapport au poids qui peut être lourd à porter après, de savoir qu'on est positif ou même négatif, mais qu'un frère ou une sœur peut au contraire, être l'un ou l'autre, en fait? Enfin, quel est l'intérêt, en fait? oui. Alors, l'intérêt de faire le test est quelque chose qui ne peut être considéré qu'à un niveau totalement individuel. Ce qu'on sait, c'est que toutes les personnes qui se savent à risque ne vont pas venir consulter et ne vont pas vouloir savoir. Et donc, nous, on a forcément un biais puisque on va en aucun cas aller chercher des personnes à risque pour les forcer à se confronter à l'idée de faire le test. On ne reçoit que les personnes qui, en elles, pour des raisons qui leur appartiennent totalement, mais qu'on va discuter et creuser au cours de ces entretiens, vont vouloir savoir ou du moins vont vouloir considérer le fait de faire le test. Et justement, on va explorer avec eux quelles sont les raisons qui les poussent à venir consulter. Souvent, ils vont mettre en avant le fait qu'ils veulent savoir comme une entité à part entière. Souvent, quand on discute un peu plus avec eux, cette volonté de savoir, elle est très intriquée avec le fait de pouvoir se libérer de l'angoisse d'être dans cette incertitude.
Et après, ça dépend beaucoup de l'histoire personnelle. Il y a des personnes qui viennent de familles où il y a énormément de cas de SLA et qui, depuis presque l'enfance, ont grandi avec l'idée qu'il y avait tellement de cas autour d'elles que c'est sûr qu'ils vont développer la maladie et qui vivent comme si elles étaient porteuses en attendant le moment de développer la maladie. Et le fait de pouvoir avoir accès à ce test va permettre pour un certain nombre d'entre elles, je vais en parler après, 50%, le fait de pouvoir écarter totalement ce risque. Donc, on va bien sûr aussi discuter le fait qu'en faisant le test, il y a un risque que les personnes soient effectivement porteuses et que de nouvelles incertitudes s'ouvrent. Mais le fait de prendre cette chance-là, si je peux dire ça comme ça, de pouvoir écarter le risque a déjà une valeur en soi. Euh, et après, il peut y avoir d'autres motivations. Il y a des personnes qui viennent, qui ont déjà un âge un peu avancé et qui ne sont pas tellement dans une demande de connaître leur statut parce que eux, ils auraient des décisions à prendre par rapport à leur vie, mais qui vont faire le test parce qu'ils souhaitent informer leurs propres enfants du fait de s'ils sont à risque ou pas. Donc, ils passent entre guillemets en premier parce que si eux, ils ne sont pas porteurs, ça élimine le risque de toute leur descendance. Et donc, c'est une démarche plus vis-à-vis des enfants. Et puis enfin, on a des personnes qui vont vouloir faire le test parce qu'ils ont des projets parentaux et parce qu'ils veulent considérer ça dans leur discussion de couple et dans leur volonté de fonder une famille. Pour eux, ça va être important, cette donnée-là. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont en faire quelque chose dans le sens de mettre en place des démarches pour, de façon effective, ne pas transmettre l'anomalie génétique à la descendance, mais ils veulent, pour avancer dans leur construction de famille, savoir s'ils sont porteurs de l'anomalie génétique ou pas. Et enfin, on a après une myriade d'autres motivations qui viennent moins fréquemment, qui peuvent être des personnes qui pensent avoir des symptômes euh, et donc viennent dans ce contexte-là où ils se posent la question de s'ils ont déclaré des symptômes ou qui viennent à nous parce qu'ils veulent participer activement à la recherche, parce qu'ils ont des apparentés malades ou d'autres membres de leur famille et donc ils veulent se saisir de cette possibilité d'agir contre la maladie. Il y a des gens qui vont aider financièrement, d'autres qui vont pouvoir aider en participant à des protocoles de recherche. Donc finalement, c'est très spécifique à la personne elle-même et les motivations sont multiples, mais le plus important, c'est pas une motivation médicale. Ça vient de la personne à risque et c'est ça qu'on va être là pour écouter et accompagner. Merci beaucoup. Pas de souci. Et donc, cette phase d'information, donc après, j'avais fait quelques diapositives pour comment on met en place ce conseil génétique qui est la première euh, pierre, on va dire, dans cet édifice de discussion autour de l'information sur le risque. Et donc, pour toutes les personnes qui ont déjà consulté en génétique, vous avez vu sans doute que nous dessinons ces fameux arbres généalogiques en représentant les femmes par des cercles, les hommes par des carrés. Et puis, on construit la famille. Et puis, on met des indications particulières pour les personnes atteintes, une petite flèche pour la personne qui consulte. Et donc, ça va nous permettre d'identifier les personnes qui vont pouvoir bénéficier d'un conseil génétique. On va identifier les personnes malades dans la famille. Donc ici, par exemple, il y a une maman malade et c'est le fils qui vient nous consulter. Donc, on a reconstitué la famille. Et donc, on va noter tous les antécédents familiaux. Donc, parfois, il peut y avoir un seul cas. Parfois, il y a plusieurs cas dans la famille. Donc ça, c'est la première étape. Mais après, ce dont on va avoir besoin, si on est dans une perspective de faire un test génétique présymptomatique, et de savoir s'il y a eu ou pas une mise en évidence d'une anomalie génétique chez la personne malade de la famille. Donc, par exemple, dans ce premier cas où il y a une maman malade, là, j'ai mis comme exemple que cette personne malade avait une mutation dans le gène SOD1, ce qui veut dire que sa descendance, je ne sais pas si on voit ma petite flèche ou pas dans l'écran. Oui, 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 on voit très bien, oui.
Super. Donc, cette maman malade avec le variant SOD1, ça veut dire que pour tous les descendants, il y a un risque de 50% d'avoir hérité de ce variant SOD1. Et donc, cette personne qui vient nous consulter peut faire le test génétique puisqu'on connaît la mutation identifiée chez son parenté malade. Et Deuxième donc en cas de fait pour figure, les juste pour pardon. les familles, parce qu'il y a une question qui amène en fait, qui est sur ce sujet-là, qui dit en fait pour les familles qui sont en couple et qui savent donc qu'ils sont à risque, on leur explique bien en fait le risque de transmission, génétique, de leurs enfants que vous avez expliqué de 50-50 en fait, hein? Avant Oui, même la conception, enfin si la question j'imagine si la question et le sujet est amené en fait, oui. oui, alors il y a plusieurs cas de figure. Il peut y avoir des personnes que si on est dans un contexte d'âge de procréer et de futur projet parental, donc c'est quelque chose qu'on va interroger. C'est un projet parental qui est immédiat, qui est à court terme, à moyen terme. Parfois, on reçoit même des personnes qui viennent nous consulter avec des grossesses en cours. Donc ça va être des situations qui vont être encore plus difficiles et délicates, qu'on va essayer vraiment de traiter au mieux, d'essayer d'identifier quelle est la demande de la personne. Et dans ce cas-là, évidemment, on rapproche toutes les consultations car un peu pris par le temps, on est obligé de donner toutes les informations et d'avoir ce processus de réflexion de façon un petit peu accélérée dans le cadre des grossesses en cours. Mais oui, bien sûr, on va expliquer le risque en fonction du fait de si on connaît le statut ou pas de la personne qui vient nous consulter pour la descendance. Donc là, je disais, enfin, j'avais représenté à titre d'exemple cette autre famille où donc cette même personne vient nous consulter. Il y a beaucoup plus d'antécédents familiaux et pourtant, il n'y a pas eu d'anomalie génétique connue dans la famille. Dans ce cas-là, même s'il y a trois personnes qui sont malades, s'il n'y a aucune anomalie génétique connue dans la famille, on ne pourra pas proposer de test génétique. Les raisons pour lesquelles on peut ne pas connaître l'anomalie génétique sont différentes. Il se peut que les personnes malades soient décédées il y a de nombreuses années à l'époque où on faisait très peu de tests génétiques. Et donc, ils n'ont pas été prélevés pour un test génétique. Et donc, on ne peut pas analyser les échantillons sanguins pour rechercher les anomalies génétiques qu'on connaît aujourd'hui. Deuxième possibilité, on a prélevé les personnes malades, on a fait la recherche de tous les gènes connus aujourd'hui en 2025, mais cette famille rentre malheureusement dans ce petit bout gris du camembert. Donc il n'y a pas d'anomalie génétique connue. Donc on ne pourra évidemment pas chercher quelque chose qu'on n'a pas identifié, qu'on ne connaît pas. Et donc on ne pourra pas informer d'une façon plus précise la personne nous consultant euh, à risque sur le risque de développer la maladie et puis de transmission aux générations futures. Donc en fait, là, les pourcentages que vous montrez, Oui, parce que je sais qu'en fait, surtout en SLA, il y a 90 des patients qui n'ont pas de forme génétique du tout, en fait, hein. Donc là, exactement. la partie grise, en fait, c'est il y a un antécédent familial, mais on n'a pas la preuve que c'est génétique, en fait, c'est ça? Tout à fait. Donc en fait, ça reprend la partie si je reprends ma toute première diapositive, enfin, des premières, ça représente uniquement les cas familiaux, Mmh. c'est-à-dire les familles où il y a plusieurs personnes, donc plus de deux personnes atteintes par la maladie. Dans la très grande majorité des cas, quand il y a une seule personne malade dans la famille, on est dans la partie dite sporadique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas d'anomalie génétique qu'on pourra identifier parce que la cause de la maladie est multiple, diverse, multifactorielle. Et donc le risque des apparentés est très proche de celui de la population générale. Il n'y aura pas de risque accru. C'est seulement pour les formes ou bien familiales avérées, parce qu'il y a au moins plus de deux cas dans la famille, ou bien pour les formes, même s'il n'y a pas de cas connus dans la famille pour lesquels on a identifié une cause génétique, que les apparentés auront un risque accru. Donc ça représente que les cas familiaux
que les situations où c'est une maladie familiale. Donc, comme je disais, donc, quand on accueille ces personnes pour ces consultations d'information, on va parler des antécédents familiaux, on va identifier les personnes qui pourront effectivement bénéficier d'un test génétique présymptomatique. Et donc, on va essayer de les préparer au mieux, discuter ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les motivations du test, aussi des croyances. Il peut y avoir des personnes ou des familles où il peut y avoir un peu des fausses croyances pour des raisons de hasard. Il peut y avoir des familles où il n'y a que des femmes atteintes ou que des hommes atteints, ou des personnes blondes atteintes. Enfin, parfois, il peut y avoir des malentendus, on va dire, sur les vraies règles de transmission génétique qu'on va un petit peu mettre à plat. On va donner des informations factuelles sur le véritable risque. Donc 50%, ce que j'explique le plus souvent par un petit schéma sur l'état de connaissances scientifiques, les traitements qui sont possibles, la recherche. Et puis, encore une fois, s'ils sont en âge de procréer ou si s'il y a un projet parental, on va discuter aussi des possibilités. Et donc, avec ces informations, les personnes entrent dans cette phase de réflexion où ils seront accompagnés par les psychologues. Une fois que cette partie, on va dire, de cette démarche de test présymptomatique, parce que ce n'est pas qu'un test, c'est vraiment toute une démarche au cours desquelles on va accompagner les personnes et finaliser, les personnes, elles pourront choisir à tout moment de demander le prélèvement sanguin, si c'est la conclusion à laquelle ils sont arrivés et que c'est leur choix. Il faut savoir que toutes les personnes qui viennent nous consulter en demande de test ne vont pas forcément faire le test. Ils peuvent parfois voir la psychologue et puis ne pas prendre la décision tout de suite, demander un deuxième rendez-vous avec la psychologue, un troisième. Parfois, ils peuvent se passer 2 ans, parfois, ils peuvent se passer 5 ans. Parfois, ils peuvent arriver à la conclusion que pour eux, ce n'est pas le meilleur choix que de faire ce test génétique. Donc, c'est libre à eux de prendre le rendez-vous par la suite pardon, pour le prélèvement sanguin. Et puis, une fois que le prélèvement est fait, je reçois à nouveau les personnes pour leur communiquer directement en consultation le résultat. Donc, il n'y a jamais de résultat ni par téléphone ni par écrit. Ils viennent en consultation, ils reçoivent le résultat. Et puis, si jamais il se trouve que ces personnes sont porteuses de l'anomalie génétique, je vais proposer un suivi, le plus souvent un rendez-vous plus ou moins rapide en fonction de la situation et de comment la situation est perçue avec la psychologue. Et après un rendez-vous, un suivi avec moi, desquels on peut discuter en fonction des situations, des modalités, des objectifs. Et c'est un suivi qui a vraiment une vocation à être poursuivi sur le long terme. Donc, en tout cas, ce qui est important, c'est que ce moment du rendu des résultats, qui finalement souvent est assez bref, ce qui compte, c'est vraiment toute la préparation qui a lieu en amont, que ce test est fait à la demande de la personne à risque, car il n'y a pas d'indication médicale, donc il n'y a pas de conséquences médicales directes, mais par contre, beaucoup de conséquences potentiellement psychologiques. Donc, c'est la raison pour laquelle on temporise et on accompagne ce test, qu'on essaye de donner le maximum d'informations. Et puis, une, une notion que j'essaye souvent de passer en consultation, et parfois c'est assez compliqué, c'est qu'il n'y a pas d'urgence à faire ce test. Que si la personne veut connaître son statut, elle va le connaître, mais il ne faut pas que ça arrive à un moment où c'est trop précipité, où la personne n'est pas prête, pour que ça ne fasse pas plus de mal que de bien. C'est jamais une urgence médicale. Et ça doit être mûrement réfléchi, car après que le résultat soit révélé, il faut que la personne soit en mesure de poursuivre cette vie avec la connaissance de son statut. Donc de là que les psychologues aient vraiment une place très importante dans toutes ces démarches et dans le suivi. Et puis comme je disais, si la personne est porteuse, on proposera un suivi neurologique qui peut être un petit peu différent en fonction des centres. Donc ça, c'est quelque chose euh, qu'on a pour lesquels on a des discussions en cours. Il n'y a pas vraiment de recommandations fermes ni de consensus sur la rythmicité, le rythme du suivi, sur le contenu du suivi.
C'est des choses qu'on est en train d'élaborer avec cette expérience qui arrive au fil du temps, puisque comme j'ai expliqué sur ma première diapo, ça fait finalement que quelques années qu'on voit ces demandes arriver dans un nombre plus ou moins important. Et puis, j'ai mentionné à plusieurs reprises qu'il y avait aussi comme implication de test le fait de discuter la possibilité d'éviter la transmission à la descendance, en sachant que c'est vraiment pas automatique et que finalement, dans mon expérience, il n'y a pas énormément de couples qui vont aller jusqu'au bout des démarches pour éviter cette transmission à la descendance avec la certitude d'éviter la transmission. Euh, Voilà, donc oui, finalement, je détaille ça un petit peu plus. Donc, c'est un processus qui, comme je disais, relève forcément du cas par cas. C'est des discussions singulières avec le couple parental, parce que les deux sont impliqués. C'est c'est quelque chose qui est autorisé par la loi française. On peut interrompre des grossesses, on peut mettre en place des démarches de diagnostic préimplantatoire pour ces maladies, mais c'est à titre vraiment exceptionnel, puisque toutes ces procédures ont été mises en place pour éviter que des enfants qui seraient susceptibles de développer des maladies très très précocement dans la petite enfance ou même en phase néonatale naissent. Mais pour ces maladies à révélation tardive, on peut demander des exceptions pour ces maladies qu'on considère d'une exceptionnelle gravité. Mais ça doit faire l'objet de plusieurs entretiens avec généticiens, conseillers en génétique, psychologues, parfois la maternité pour avoir vraiment une idée très précise de ce que ça représente, pour aider à la réflexion de ces couples. Et puis si la demande est vraiment ferme de la part du couple, le dossier est présenté à des réunions qu'on fait tous les mois, qui qu'on fait ensemble dans le service de génétique avec la maternité dans ce cadre pluridisciplinaire. Et euh, ces réunions permettent d'accepter ou de refuser la demande en fonction de différents paramètres qui relèvent de l'anomalie génétique précise, du risque de la maladie, de la sévérité de la maladie, de la demande du couple, la demande solidaire du couple, etc. Donc parfois, ça peut arriver à des interruptions de grossesse si le fœtus est porteur. Dans d'autres situations, en particulier pour les personnes plus jeunes, ils peuvent se lancer dans des démarches de diagnostic préimplantatoire, ce qui est beaucoup plus séduisant, mais qui malheureusement aboutit beaucoup plus rarement à des grossesses. Le succès de ce diagnostic préimplantatoire dans des grossesses évolutives reste malheureusement pour l'instant assez faible. Et donc, on va discuter pour des familles, pour des couples qui ont vraiment une volonté majeure de fonder une famille et de ne pas transmettre l'anomalie génétique, également d'autres alternatives qui ont plus de chances de succès, comme le don de gamètes, parfois même l'adoption. Et puis finalement, un grand nombre de couples vont accueillir l'enfant qui serait à naître, quel que soit son risque, comme la personne elle-même est née à l'époque. Et encore une fois, c'est des maladies qui concernent l'âge mûr, parfois même l'âge avancé et la vieillesse. Et il y avait une personne à qui j'avais discuté ça qui m'avait dit 60 ans de vie, c'est quand même un cadeau versus le fait de ne pas naître. C'est c'est très personnel. Donc, c'est vraiment, comme je disais, du cas par cas. Donc là, j'avance un petit peu dans ma présentation et je vais parler un petit peu de la recherche. Et donc, il va y avoir deux blocs dans la recherche et cette première diapositive concerne une étude qui est actuellement en cours, qui est réellement un essai thérapeutique, c'est-à-dire une étude avec une intervention, avec l'administration d'un traitement et ça concerne les personnes qui sont porteurs d'une mutation, d'un variant pathogène dans le gène SOD1. Donc ce gène SOD1, comme je disais, c'est le gène le plus ancien, celui qui est le mieux connu et celui pour lequel la communauté scientifique a réussi à mettre en place un médicament qui s'appelle Tofersen, qu'on peut actuellement administrer aux personnes malades
avec la particularité qu'il est administré par voie intratécale, donc par le biais de ponction lombaire, pour être vraiment au plus près de la moelle épinière et du cerveau, là où se déroule la maladie. Et ce médicament est une thérapie spécifique, génétique, qui en fait va faire en sorte que ce gène anormal, qui est comme un sorte de texte qui donne les instructions pour fabriquer une protéine, quand ce gène il est anormal, il donne des instructions qui sont un petit peu euh, 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 il y a une sorte de malfaçon dans ces instructions du gène qui vont faire en sorte que la protéine finalement produite soit anormale, ne puisse pas tout à fait remplir sa fonction, mais en fait surtout est un effet délétère et puisse à terme provoquer la maladie. Et en fait, cette molécule qu'on va donner va empêcher que ces instructions pour cette protéine anormale arrivent à faire que cette protéine se produise dans les cellules. Je suis désolée, mon explication était un petit peu compliquée, mais en fait, ça va empêcher que la protéine anormale qui résulte de cette version du gène SOD1 qui porte la mutation ne se produise. Donc, il y a moins de protéines anormales, il y a moins de toxicité pour les cellules, et chez les personnes qui sont malades, on voit vraiment un ralentissement de l'évolution de la maladie qui, en fonction des personnes, peut être très significatif. Et cette étude vise à tester si en administrant ce produit très 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 tôt dans l'histoire naturelle de la maladie, avant même que les faiblesses soient là, alors qu'on ne voit que des petites traces de une souffrance des neurones moteurs dans le sang, si en administrant ce produit dans cette phase-là, on pourra ralentir de façon majeure, voire peut-être même éviter que la maladie se déclare. Donc ça, c'est vraiment une étude pour laquelle on est vraiment très, très excité et content, qui est vraiment la toute première fois qu'on peut proposer ce genre d'études dans le cadre de cette maladie. Et ça concerne certes un tout petit nombre de malades, mais cette preuve de principe est vraiment très importante pour nous. Déjà parce que ça montre, enfin, pour les personnes malades, qu'on peut agir de façon significative sur la maladie si on trouve la bonne cible, vraiment le bon traitement qui appuie sur le bon ressort pour ralentir la maladie, voire améliorer les symptômes. Et puis, la première fois qu'on essaye d'agir en amont. Donc, c'est pour nous une preuve de concept essentiel. Encore une fois, un petit nombre de familles, mais un pas, pardon, très, très important pour nous dans la maladie. Et puis, il y a d'autres études qui sont en cours ou à venir, mais pour lesquelles on est encore un petit peu en amont par rapport à ce que je viens d'expliquer. Ce sont des études qui ne visent pas à tester des nouveaux médicaments encore, mais qui sont tout à fait également importantes, puisque ce sont des études qui visent pour nous à comprendre ce qui se passe dans la maladie, ce qui se passe avant la maladie et identifier quels sont les facteurs sur lesquels on va pouvoir agir, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on trouve le bon élément sur lequel agir, on peut agir de façon efficace. Je vais les parcourir un peu vite, puisque je vois que j'avance dans le temps. Donc, une des études qui est en cours ici à l'Institut du cerveau à Paris est une étude qui est en réalité très, très ambitieuse, qui s'intéresse à un grand nombre de maladies euh, neurodégénératives avec une cause génétique à cette partie présymptomatique ou asymptomatique. Il est prévu que soient inclus 1000 participants dans 10 maladies différentes, dont bien sûr la SLA et la DFT, avec pour objectif vraiment de mettre en évidence ces marqueurs qui vont nous dire attention, la maladie est pas loin de se déclarer. Dès qu'on aura le traitement, on pourra l'administrer à ce moment-là. Ce qui, pour l'instant, on n'arrive pas à mettre en évidence pour d'autres anomalies génétiques que SOD1.
Et ces personnes qui vont participer à ce programme de recherche seront suivies pendant 5 ans avec des visites très complètes sur le plan neurologique, sur le plan cognitif, avec des imageries, des enregistrements du sommeil, des prélèvements de sang, d'urine, euh, et avec l'utilisation de techniques de pointe. Et on espère que non seulement en recueillant des informations sur un grand nombre de personnes atteintes de SLA et de DFT, mais enfin à risque de SLA et de DFT, mais aussi en croisant ces informations avec les personnes à risque d'autres maladies, on pourra beaucoup mieux comprendre et beaucoup plus vite. Ça, c'est la grille d'évaluation. Il y aura un grand nombre d'évaluations. Et donc, on espère qu'on pourra inclure environ 250 personnes dans cette cohorte de personnes suivies et très, très bien caractérisées. Et ce sera sans aucun doute une source majeure d'informations qui nous permettra de travailler pendant un grand nombre d'années pour mieux comprendre ce qui se passe chez les personnes qui ont ces anomalies génétiques et mieux identifier les personnes qui sont effectivement à risque de la maladie, puisque tout le monde qui porte une anomalie génétique ne déclarera pas la maladie. Je pense que je ne l'avais pas dit jusque-là et c'est une notion très importante. Mais pour celles qui vont le déclarer, qu'on arrive à avoir une fenêtre temporelle un peu plus précise. Et ça, c'est une information absolument précieuse. Très rapidement, Juste, d'autres études. Oui, pour, parce que des questions arrivent là et à ce sujet et donc quand si on veut participer ou que ce soit Torfersen parce qu'on a le gène, SOD1 ou soit, aux recherches là qui va comment on s'y prend? oui. Alors, pour l'étude Atlas, donc sur le tofersen, malheureusement, le recrutement pour cette étude est actuellement fini, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les personnes qui souhaiteraient peut-être participer, mais une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que ça avance et que le fait que l'étude soit un peu plus avancée veut dire qu'on est plus près de l'obtention des résultats. Et si les résultats sont favorables, comme on l'espère, cela pourrait changer la pratique du suivi des personnes porteurs de ces anomalies génétiques dans l'avenir. Pour cette autre étude, donc NeuroPrems, il suffit de prendre contact avec nous, avec le centre SLA, avec le service de neurogénétique, avec moi individuellement, ou vous pouvez passer tout à fait par le contact de End Legacy. Et si vous souhaitez participer, on rentrera en lien avec vous. Les inclusions sont prévues à partir de janvier 2026. Donc, vous n'êtes pas en Et donc retard. pour être juste, très clair, en fait, cette, recherche est pour les gens qui se sont déjà fait tester et qui savent qu'ils sont porteurs ou alors c'est pour les personnes à risque? Il est possible de participer également pour les personnes à risque qui ne connaissent pas leur statut. Le fait de ne D'accord, pas connaître leur statut ou ne pas vouloir connaître leur statut n'est pas du tout quelque chose qui sera limitant sur le fait de participer à l'étude. parfait. Merci de la précision. Voilà. Donc très rapidement, d'autres études sur lesquelles on a un petit peu de données, mais je vais passer très vite, c'est sur le données d'imagerie. Euh, mon collègue, le docteur Prada, a fait des IRM cérébrales et médulaires à des personnes qui portaient des anomalies génétiques et avec un suivi dans le temps. Donc, c'est encore une autre façon d'appréhender des changements qui pourraient arriver en précédant la maladie pour identifier ce qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille. Et puis enfin, une autre étude qui va commencer prochainement également pour les personnes asymptomatiques que je réalise, où je propose des biopsies de peau, des tout petits prélèvements de 2,5 mm. Et ces biopsies de peau me permettent de mettre ces cellules en culture, les fibroblastes, pour établir des cultures cellulaires qui portent exactement les mêmes caractéristiques génétiques que les personnes prélevées. Et donc, ça nous permettra, dans le laboratoire, d'étudier quelles sont les conséquences au niveau des cellules de cette anomalie génétique. Et puis, avec ces lignées cellulaires, on peut faire également des études beaucoup plus poussées, faire ce qu'on appelle des cellules pluripotentes, qu'on peut faire dériver pour créer des neurones, créer des cellules musculaires,
créer des cellules de la moelle épinière et puis relier cet ensemble de cellules pour ce qu'on appelle modéliser la maladie, c'est-à-dire créer en laboratoire les mêmes connexions cerveau, moelle épinière, muscle qu'on retrouve donc dans notre système nerveux et qui est touché dans la maladie pour voir qu'est-ce qui ne marche pas en premier, comment on pourrait l'influencer et tester éventuellement des nouvelles approches thérapeutiques. Donc, très rapidement, ce test est possible lorsque la maladie est connue dans la famille, à la demande de la personne à risque. Il s'ensuit un suivi en consultation pour les personnes qui le souhaitent. Et quelque chose de très important, c'est que dans la malchance d'être touché par ces formes familiales, avec un risque accru pour les membres de la famille de maladies neurodégénératives, il y a quand même cette certitude qu'on avance. Ça, c'est très flagrant dans nos connaissances. On est vraiment déjà en train d'obtenir les premiers traitements et ça va continuer à se développer. Donc, ces formes génétiques de maladies neurodégénératives seront sans aucun doute les premières qu'on va réussir à traiter de façon efficace, comme on est déjà en train de voir pour SOD1. Et donc là, l'enjeu des études que j'ai citées précédemment est de rechercher ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire le moment dans la vie d'une personne où il faudra commencer ces traitements pour être vraiment efficace. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Et il nous reste, 8 minutes et il y a beaucoup de questions, qui sont tombées. Donc il y en a quelques-unes là juste au sujet, quand vous avez, expliqué que toute personne qui est porteur génétique n'est pas nécessairement ne va pas nécessairement développer en fait des symptômes. Est-ce que vous pouvez donner une idée de la proportion environ? Alors ça va être variable en fonction du gène. Dans la première diapositive, je vous ai montré tous ces gènes différents. Et même entre les quatre gènes majeurs, le risque d'être malade quand on porte l'anomalie génétique va dépendre du gène. Et pas seulement du gène, aussi vraiment de la faute de frappe précise. Pour les gènes comme TARBDP ou SOD1, c'est vraiment une lettre qui est changée pour une autre à une position de ce texte et en fonction de cette anomalie génétique, le risque de développer la maladie et la forme de la maladie changera. Donc je ne peux pas donner tout ça pour dire de, de, euh, de généralité qui concernait toutes les personnes, si ce n'est que ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes malades ne vont pas développer la maladie. Ça, c'est la seule certitude qu'on peut dire. Génial et je pense que en fait, si je regarde les autres questions, il y a beaucoup de questions sur comment on choisit les candidats qui participent à cette recherche, mais je pense que si je rephrase ce que vous avez dit, c'est toute personne qui a un antécédent familial génétique d'au moins 2 personnes dans sa famille qui a déjà eu la maladie, donc, est-ce que vous pouvez préciser en fait les candidats enfin vous avez précisé que c'était, à risque et pas nécessairement porteur du gène, révélé, mais, Mm. est-ce que vous pouvez détailler un peu plus pour les 3 recherches, enfin celle qui est déjà fermée, Torferson, mais les 2 autres dont vous avez parlé, quels sont Oui. le type du candidat? Alors, en fait, toute personne issue d'une famille de SLA familiale ou DFT familiale ou SLA DFT peuvent tout à fait nous contacter. Et puis, pour les personnes qui sont intéressées, qui souhaitent participer, on pourra envoyer des informations très précises sur la recherche, ce que ça implique, ce qu'on appelle la note d'information, exactement ce qui est fait, ce qu'on propose, le cadre très précis et on pourra considérer d'inclure. Alors ça, il n'y a aucun problème. On pourra, je pense, inclure toutes les personnes qui le souhaitent. Comme vous avez vu, on espère avoir beaucoup de personnes dans ces études, en particulier cette grande étude que j'ai dit, Neuroprems, qui regarde d'une façon très détaillée, parce que c'est aussi par le fait de pouvoir suivre beaucoup de personnes qu'on pourra avoir vraiment des informations pertinentes et euh, informative pour les questions qu'on se pose, les questions scientifiques. Donc tout le monde est le bienvenu et vous avez plusieurs moyens de nous contacter. Il ne faut pas hésiter.
OK, super et je crois que je connais la réponse à cette question, mais je préfère que ce soit vous qui donniez la réponse que moi. À partir du moment où on souhaite faire le test, on a décidé de faire le test parce qu'on sait qu'il y a des antécédents familiaux, c'est rapide ou pas d'avoir la réponse une fois que le test est fait? Je crois que oui, mais parce qu'on sait ce qu'on cherche, mais Alors si la question c'est une fois que le prélèvement est fait, le délai de notre, laboratoire, c'est variable en fonction de chaque laboratoire, en ce moment est d'environ 8 semaines. Pardon, donc 2 mois. Et en effet, c'est une notion très importante. On ne va rechercher de toute l'information génétique qui est présente dans un individu que l'anomalie génétique qui est connue dans la famille. On ne regarde rien d'autre. C'est ce qu'on appelle une recherche ciblée. On cherche seulement à savoir si la personne qui consulte porte l'anomalie qui, chez son apparenté, a donné la maladie. c'est très clair. Et donc je pense que pour clore, cette heure très intéressante, merci beaucoup, beaucoup d'avoir, partagé toutes ces informations qui sont essentielles, en fait, pour, les familles à risque. Hem, si oui, si vous aviez, un conseil à donner pour les personnes, qui souhaitent à faire venir ou même pas un conseil à donner, juste, en fait, si on peut après le meeting aujourd'hui, renvoyer à ces personnes les emails en fait qui pourront contacter pour faire partie d'une des 2 recherches ou des 2 recherches qui sont ouvertes aujourd'hui si ils sont des candidats dont les profils sont ceux que vous avez décrits. Oui, bien sûr. Je pense que vous pouvez tout à fait partager. Je vous enverrai les adresses les plus pertinentes et on examinera toutes les demandes qui pourraient arriver jusqu'à nous et il n'y aura aucun souci on fera toujours un retour. Moi, je fais toujours un retour pour les personnes qui me sollicitent, d'ailleurs, avec toutes sortes de différentes questions autour cette maladie familiale ou ce risque génétique. Parfait. Et ben, écoutez, merci beaucoup, et merci à tous ceux qui ont pu participer et pour les questions qu'on n'aura pas répondues, on regardera et on vous enverra, de les questions s'il y a deux trois questions qu'on n'a pas auxquelles on n'a pas répondu, on vous les enverra et on reviendra après. Merci beaucoup, ça a été vraiment un plaisir. Merci à vous, docteur Amador. Au revoir. Au revoir.